Linéarité, troisième partie. Nous arrivons enfin à la notion de base. Mais auparavant, étudions quelques propriétés des parties libres. La partie vide, c'est-à-dire l'ensemble vide, est libre. Si on a une suite de vecteurs linéairement indépendants, alors une sous-suite de ces vecteurs, un sous-ensemble, est encore libre. Et enfin, très important à se souvenir dans les exercices en particulier, le vecteur nul n'appartient jamais à une suite libre. Pourquoi est-ce que l'ensemble vide est une partie libre? La définition de l'indépendance linéaire nous dit que on doit vérifier qu'une combinaison linéaire qui donne 0 est celle formée des coefficients nuls. Ici, on n'a pas de vecteur pour former d'autres vecteurs. La condition ici est vide. Il n'y a rien à vérifier puisqu'on n'a pas de vecteur pour former de combinaison linéaire. La deuxième partie est évidente et elle entraîne la troisième puisque le vecteur nul lui-même ne peut pas être un sous-ensemble d'une partie libre. Ceci termine la démonstration. Dans un cas espace vectoriel V, une base, c'est une partie libre qui engendre V. C'est un système de générateurs de V qui est formé de vecteurs linéairement indépendants. Nous avons vu l'année passée que deux bases d'un espace vectoriel ont toujours la même cardinalité, c'est-à-dire le même nombre d'éléments. Et ceci nous permet de définir la dimension d'un espace vectoriel comme étant le nombre d'éléments d'une base de V, et donc de chaque base de V. Ce qui nous a permis de bien comprendre ces résultats, c'est le théorème de la base incomplète. Le théorème de la base incomplète, il dit que entre une partie libre et une partie génératrice se trouve toujours une base. Donc on peut toujours extraire une base d'un système de générateurs, on peut toujours compléter une partie libre en une base. Si la dimension de l'espace vectoriel vaut n, ceci veut dire qu'une partie libre elle a au plus n éléments, puisqu'elle est contenue dans une base de n éléments, et un système de générateurs il a au moins n éléments, puisqu'il contient une base. Alors ceci nous permet de réinterpréter la base en disant c'est une partie libre qui est la plus grande possible ou alors c'est un système de générateurs qui est le plus petit possible. On parle d'isomorphisme ici pour terminer cette petite vidéo. On considère un espace vectoriel de dimension finie n. Alors, cet espace vectoriel V est isomorphe à Kn, l'espace vectoriel formé de vecteurs ayant n composantes dans K. Et un isomorphisme, c'est une application linéaire qui est à la fois injective et surjective, qui nous permet d'identifier les éléments de V avec des vecteurs à n éléments. L'idée de la preuve, c'est de comparer ces deux espaces vectoriels, Kn et V, en choisissant deux bases. Dans Kn, les choix sont clairs. On choisit la base canonique E1 jusqu'à En. Alors vous vous souvenez que E1, c'est le vecteur 1, puis il n'y a que des zéros. Et pour terminer, En, c'est le vecteur composé que de 0, puis on a 1 tout à la fin. Ça, c'est la base canonique de Kn. C'est celle qu'on va choisir pour Kn. Pour V, étant donné qu'il est de dimension finie, n, nous savons qu'il existe une base. Elle est formée de n vecteurs, V1 jusqu'à Vn. On en choisit une. Passons à la preuve. Pour construire phi, on veut simplement que le im vecteur de la base de Kn, ce soit le im vecteur de la base de V. Donc on veut envoyer EI sur VI. Comment faire pour que phi soit linéaire? C'est ce qu'on appelle étendre par linéarité. Donc on étend phi par linéarité. Donc une fois qu'on a choisi les images des vecteurs de base, pour que ce soit linéaire, on impose qu'une combinaison linéaire des vecteurs de base soit envoyée sur la combinaison linéaire correspondante des images des vecteurs de base. Ici, dans notre cas particulier, cela veut simplement dire que
l'image de l'élément x1 jusqu'à xn, où les xi sont des éléments du corps K, eh bien cet élément x1 jusqu'à xn, qui n'est rien d'autre que x1 fois e1, etc. jusqu'à xn fois en, c'est une combinaison linéaire de la base canonique, eh bien on l'envoie sur la combinaison linéaire correspondante des VI. De cette façon, on a défini une application linéaire de Kn dans V. Donc ça c'est la première observation. Par construction, phi est linéaire. Est-ce que phi est injective? Oui, en effet, si j'ai un élément x1 jusqu'à xn qui est envoyé sur 0 dans V, alors ceci veut dire que x1, v1, etc. jusqu'à xn, vn est nul. Mais les vi forment une base. Donc, la seule combinaison linéaire qui donne 0, c'est celle dont tous les coefficients sont nuls. Et ceci montre l'injectivité. Est-ce que phi est surjective? C'est aussi le cas, parce que ces espaces vectoriels, Kn et V, ont la même dimension. Et notre base qu'on a choisie dans V, on a utilisé pour l'injectivité qu'elle était libre. Ici, on va utiliser que c'est un système de générateurs. Tout vecteur V s'écrit comme combinaison linéaire. Lambda 1 V1 jusqu'à lambda n Vn, parce que les VI, étant une base, forment un système de générateurs. Mais alors, phi de l'élément lambda 1, lambda n dans Kn, c'est exactement V, par définition de phi. Donc on a démontré que phi est une application linéaire injective et surjective. Et ça nous permet d'identifier n'importe quel espace vectoriel de dimension finie avec un certain k puissance n, où n c'est la dimension de l'espace vectoriel. Et ça, ce sera essentiel pour former les matrices d'une application linéaire. En fait, l'idée sous-jacente, c'est qu'un espace vectoriel de dimension finie, qu'il soit formé de vecteurs, de matrices ou de polynômes, on peut toujours penser à cet espace vectoriel comme étant k puissance n.